Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir pour vous Havel Paluku, qui est coordonnatrice en éducation au sein de l'organisation internationale World Vision International, une institution chrétienne. Avec notre invité de ce soir, nous allons échanger sur la prise en charge des enfants vulnérables par l'éducation et l'apprentissage. Sans plus tarder, je vais saluer mon invité de ce soir. Bonsoir Havel Paluku. Bonsoir mon ami Symphoria. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Ouais. C'est un grand honneur pour vous, pour nous aussi. Comment définissez-vous l'enfant vulnérable? C'est qui un enfant vulnérable? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question très pertinente. Dans l'enfant vulnérable, nous voyons au même moment l'enfant et la vulnérabilité qui guette. Vulnérable, c'est un adjectif. Cet adjectif signifie juste la fragilité, quelque part l'incapacité. Donc c'est un enfant qui est facilement attaqué moralement, physiquement. Et dans les cadres de bien-être de l'enfant, nous œuvrons dans ce sens-là et nous essayons de l'offrir l'éducation. Question pour lui d'apprendre son milieu et de développer ses compétences pour l'avenir meilleur. Havel, qu'est-ce qui peut rendre ou quelles sont les conditions, les situations socio-économiques qui peuvent rendre cet enfant vulnérable? En termes de conditions socio-économiques qui peuvent rendre l'enfant vulnérable, nous avions la conjoncture du pays, nous avions le chômage de parents, nous avions le non-épanouissement de la société et de la cité où ils habitent. C'est un peu tout ça qui entre en jeu par rapport à la vulnérabilité. Qu'est-ce qui fait d'un enfant vulnérable différent d'un enfant qui est à la maison? Est-ce qu'on peut aussi être à la maison, chez ses parents, être aussi vulnérable? Oui, tout enfant est vulnérable d'abord, pour commencer. Mais les degrés de vulnérabilité varient selon le cas. Mais nous travaillons plus avec des enfants qui sont dans le milieu périphérique, par exemple de Kinshasa. Nous travaillons avec des enfants qui sont dans le milieu un peu plus reculé où l'accès est des fois difficile. Et ce sont ces enfants-là qui sont exposés au viol, ils sont exposés à la non-éducation, ils sont exposés à tout genre de violence. Parce que la violence ne reste pas seulement violence sexuelle, il y a violence physique, violence morale, et tout ça là, ça rentre dans les vulnérabilités de l'enfant. Havel, un enfant vulnérable qui se retrouve soit dans un orphelinat, soit dans un centre de prise en charge, quels sont ses besoins en éducation, en apprentissage? Comment cibler les besoins de formation ou d'éducation qu'a besoin cet enfant? Par exemple, vous avez un enfant de 3 ans qui est vulnérable, qui diffère avec un enfant, par exemple, de 15 ans. Comment vous fixez-vous les objectifs pour pouvoir accompagner ces enfants dans l'apprentissage? Merci beaucoup. Dans le cadre de mon service d'abord, nous travaillons avec les communautés. Donc, pour commencer, nous descendons dans la communauté. Nous essayons de recueillir le besoin et à partir de ce besoin, nous disons que non, nous allons faire ABC. Dans le cas du projet que je gère actuellement, qu'on appelle Literacy Boost, en quelques mots, je pourrais dire la promotion de la lecture, le coup de pouce à la lecture. Nous gérons les enfants plus vulnérables et nous essayons d'implémenter des clubs de lecture dans la communauté parce qu'on s'est dit que l'enfant doit être suivi à l'école et hors l'école. Nous essayons d'implanter des banques d'ouvrages au sein de la communauté pour rendre l'environnement un peu lettré et nous travaillons avec les enseignants en termes de la qualité de l'éducation, méthodologie sur l'apprentissage de la lecture, écriture, calcul et etc. Voilà un peu. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous ce soir Havel Paluku, qui est coordonnatrice en éducation. Havel, vous avez parlé, vous avez soulevé un point très essentiel, qui est celui de parler avec la communauté. Est-ce que la communauté a cette facilité de reconnaître la vulnérabilité de ses enfants? Merci beaucoup pour cette question une fois de plus. Je dirais oui. La communauté reconnaît, parce que quand nous arrivons, nous posons des questions très faciles, mais qui sont d'un impact vraiment sur les enfants. Des questions genre, comment vous trouvez l'épanouissement de vos enfants?
Est-ce que votre enfant, par exemple, de ce milieu peut se comparer à un enfant de la Gombe, par exemple? Tu verras, d'eux-mêmes, ils disent non, ils n'ont pas le même vécu. C'est ce qui fait déjà la différence. Et à partir de cette différence, nous essayons de dire, ben voilà, nous allons essayer de non seulement relever les niveaux de l'enfant, nous allons travailler avec vous, vous aurez peut-être, vous allez bénéficier de formations, et ces formations-là vont permettre que vous puissiez suivre vos enfants et de surcroît, les amener au niveau des autres enfants du monde. Et comment se passe votre partenariat ou collaboration avec les enseignants? Merci. En ce qui concerne les enseignants, nous travaillons avec le ministère de l'Éducation. Plus précisément, nous travaillons avec les sous-divisions où nos bureaux sont partout en RDC. Avec la sous-division, nous venons dans les écoles, nous récoltons les besoins toujours. Les enseignants nous disent par exemple que nous sommes pas prêts à créer par exemple le matériel didactique localement. Nous ne sommes pas prêts par exemple à bien enseigner la leçon de lecture et nous saisissons tous ces besoins. On commence par nous former nous-mêmes sur le domaine et juste après la formation nous-mêmes, on essaye de chercher le financement. À partir de ces financements, nous allons redescendre dans ces milieux où on avait recueilli autrefois le besoin et comme ça, nous commençons les projets ensemble avec eux. On les forme pendant 5 ou 1 semaine de formation, bien sûr. Et après, nous faisons de suivi avec les inspecteurs. 1 année après, nous devrions normalement évaluer l'impact du projet au niveau de ces écoles-là. Partagez-nous un peu votre expérience dans l'apprentissage des enfants par la lecture. C'est fabuleux. Quelle est l'approche? Un enfant qui ne sait ni lire ni écrire est de surcroît vulnérable. Prendre son temps, échanger, est-ce qu'il s'ouvre? Il s'ouvre pour se laisser apprendre. Merci beaucoup. La méthodologie à l'école est différente, par exemple, de la méthodologie de club de lecture dans la communauté. Dans la communauté, nous avions plusieurs activités que nous étalons au profit des enfants. Il y a des activités telles que le jeu. On fait des jeux récréatifs, des jeux ludiques, et les enfants se retrouvent dans ces jeux-là. Il y a aussi ce que nous appelons de temps d'histoire, où les enfants partagent l'histoire, non seulement pour partager l'histoire, mais pour au moins apprendre de leur tradition. Ils apprennent de leur milieu, ils apprennent de leur arbre généalogique. Généalogique, tout à fait, oui. Ils apprennent de tout ça et à partir de là, vous avez déjà gagné leur confiance parce qu'il y a eu des moments de chant, des moments de jeu, des moments de contes. Et vient maintenant le moment où ils doivent apprendre. Ils sont déjà détendus et très prêts à apprendre. Il suffit maintenant que l'encadreur ait le matériel didactique en appui pour appuyer sa leçon. L'enfant voit ce qu'on lui dit et l'enfant écrit ce qu'il voit. C'est un peu ça. Donc nous voulons quitter un peu le stade de lire pour apprendre à apprendre pour lire. Je ne sais pas si on a compris un peu la nuance. Facilite-nous la nuance. C'est-à-dire qu'autrefois, les enfants devraient d'abord lire sans comprendre et c'est à l'enseignant d'expliquer. Mais nous voulons maintenant cette fois-ci, l'enfant comprend ce qu'il lit et l'explique. C'est un peu ça la nuance. Et là, l'enfant est imprégné de ce qu'il est en train d'apprendre. Et oui, et on s'est dit que cet enfant bénéficie de l'éducation de qualité. Une formation participative, donc l'enfant choisit ce qu'il apprend parce qu'il le connaît. Exactement, la méthodologie veut actuellement que l'enseignant se repose. L'enseignant n'est plus celui-là qui doit se tenir seulement devant, en train d'enseigner, non. Il y a maintenant des activités en sous-groupe que nous appelons généralement de copains de lecture, où un élève plus âgé essaye d'apprendre avec les élèves moins âgés. Et ça joue le jeu et ça marche. Ça marche en tout cas. Très chers téléspectateurs, il est important et même impératif de penser aux enfants vulnérables. L'éducation est l'héritage par excellence qui peut demain faire d'un enfant vulnérable une grande personnalité et l'intégrer dans la société. Regardons dans nos milieux ces enfants qui, par la réalité de la vie, sont devenus vulnérables. Mais ce sont des personnes que l'on doit prendre en charge. Et là, l'éducation peut nous ouvrir la porte des fenêtres au monde. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous avons voulu, nous, le magazine Genre et Volontariat, inviter Avel Paluku, échanger par rapport à son expérience
et susciter des vocations dans nos maisons, dans nos familles, dans notre entourage, que nous puissions tendre la main à ces enfants vulnérables. Le but du magazine Genre et Volontariat est de former, de renforcer les capacités. Et là, nous recevons des experts et en 40 minutes, l'expert nous donne l'essentiel pour que nous aussi, nous soyons affectés par leurs connaissances et à notre tour, affecter positivement notre entourage. Avel Paluku, si vous nous permettez, vous revenez d'un long périple à l'intérieur du pays. Comment s'est passé votre projet d'apprentissage par la lecture des enfants? Si vous pouvez nous partager votre expérience vécue à l'Est. Merci beaucoup. L'expérience de l'Est, c'était un peu compliqué parce que c'était d'abord l'éducation dans les contextes fragiles. Nous sommes précisément à Béni où nous sommes venus d'une formation. On devrait donner la formation aux enseignants sur les 5 compétences en lecture. Je peux vous les citer. Il y a la connaissance de l'alphabet, il y a la connaissance phonémique, le vocabulaire, la fluidité et puis la compréhension. On est passé par la formation de encadreurs communautaires pour la gestion du club de lecture. Là, nous avions plus abordé des thèmes comme l'engagement communautaire, de cette session de parents où les parents apprennent sur le développement des langages des enfants, sur le coin des lectures que les enfants doivent normalement avoir dans la maison. On a parlé de banque d'ouvrages qui sert de lieu où les enfants peuvent facilement venir emprunter un livre pour aller lire à la maison. Parce que nous n'avons pas vraiment cette culture d'acheter des livres. Et surtout dans des contextes fragiles tels que Béni, on n'a pas vraiment de manuel extrascolaire. Parce que très souvent, ce que nous trouvons à la maison sont des livres scolaires. Mais nous voulons un peu offrir d'autres genres littéraires aux enfants, tels que de livres fiction ou non-fiction. Essayer un peu de les ouvrir plutôt dans une diversité d'ouvrages. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc on a travaillé sur ça et on a fait ce que nous appelons l'évaluation d'entrée qu'on appelle le baseline. Ce baseline nous a permis de connaître le niveau des enfants avant l'implémentation du projet. Juste après l'implémentation du projet, nous allons revenir dans ces milieux. Peut-être essayer encore d'évaluer les enfants pour voir si notre projet a eu de données de succès ou d'impact. Je ne sais pas si j'ai été satisfaisante par rapport à la réponse. Nous sommes satisfaits, nous avançons, c'est vous l'expert, nous apprenons et nous sommes très ravis d'apprendre. Avel, je suis parent. Comment je dois m'y prendre avec mes enfants? Parce que beaucoup de parents laissent seulement le moment d'apprentissage aux écoles. Oui. Donc l'enfant, quand il va à l'école, c'est là où il apprend à écrire, c'est là où il apprend à lire. Mais à la maison, nous parents, nous ne faisons rien. Comment nous donner des astuces pour prendre en charge les enfants, pour développer leur lecture? Vous avez déjà parlé aussi d'une petite bibliothèque. C'est vrai que ce n'est pas souvent la culture à Kinshasa. Oui. Sur 10 maisons que vous pouvez visiter, peut-être 2, vous pouvez voir quelques rares livres. Mais en tant qu'expert, en tant que coordonnatrice en éducation, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme astuce? Bon, il n'y a pas d'astuce magique. Il y a plus l'écoute des enfants. Un enfant, quand il revient de l'école, le minimum que son père peut faire ou sa mère, il peut lui demander « Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui ?» C'est déjà beaucoup. Si l'enfant n'est pas à même de vous répondre, ça vous interpelle déjà. Est-ce que l'enfant a appris? Parce qu'il y a de ces enfants qui viennent, chez lui on parlait par exemple lingala, et il est arrivé à l'école, on apprend le français. On a dit que Messa, c'est la table. Quand il rentre à la maison, du coup, il va dire « Maman, comment on appelle ça en français ?» Du coup, la maman va dire « Non, je ne sais pas. Comment on appelle ça ?» Il dira ça, en lingala, on dit « Messa ». En français, on dit « la table ». Et du coup, on s'est dit « Non, l'enfant était allé apprendre. » Et il a appris. Mais si nous n'avons pas l'habitude d'écouter les enfants, parce qu'il y a de ces parents qui pensent que lorsqu'un enfant parle trop, c'est un dérangeur. Non, quitte-la. Ça ne permet pas à l'enfant de s'épanouir. L'épanouissement passe par là. On peut faire des exercices avec l'enfant, genre, vous êtes dans la cuisine en train de cuisiner, vous dites à l'enfant, est-ce que vous pouvez m'amener 2 gobelets bleus? Quand l'enfant vous amène 2 gobelets rouges et jaunes, du coup, vous lui direz que non, ça ce n'est pas jaune, ça ce n'est pas bleu plutôt, ça c'est jaune-bleu. Attends, viens,
je vais te montrer le gobelet bleu. Tu l'amènes dans la cuisine, du coup tu lui montres le gobelet bleu. Il apprend, tu lui dis amène-moi 2 oignons, il t'amène 5 oignons. L'enfant ne sait pas compter. Tu vas dire 2 oignons, on prend 1, 2, c'est 2 oignons. Tu vois, donc ce sont des petits exercices comme ça que nous pouvons facilement faire avec les enfants. Dire par exemple, tu as vu combien des invités au salon? Si vous avez 10 invités, l'enfant vient et dit que non, j'ai vu 2 invités. L'enfant ne sait pas compter. Donc c'est dans des exercices comme ça que les enfants apprennent. On peut demander le piment à quelle couleur? Le piment est rouge. Avel Paluku, échanger avec elle, c'est vraiment un réel plaisir. Très chers parents, nous passons à côté de beaucoup de choses. Or, le manque de connaissances, le manque d'apprentissage, le manque d'éducation des enfants, c'est aussi une marque de violence, c'est aussi une marque de vulnérabilité, c'est aussi une marque de fragilité. Et là, Avel est en train de nous ouvrir les yeux sur la manière dont nous devons nous y prendre par rapport à l'éducation de nos enfants. Parce qu'un enfant, il est fragile, il faut l'orienter. Et là, il est en train de nous amener, lorsqu'on est à la maison, pour ceux qui sont parents, même les personnes adultes, quand vous recevez vos enfants revenant de l'école, comment continuer la lecture, comment continuer l'apprentissage et l'éducation qu'ils reçoivent à l'école. Ce n'est pas bien de pouvoir tout le temps interdire à un enfant de ne pas parler. Il a la curiosité en lui. Il faut le laisser s'exprimer. Plus il s'exprime, plus vous êtes en train d'équilibrer les connaissances qu'il doit engranger en lui. Avel Paluku, vous pouvez toujours continuer par rapport aux parents, comme ça que ces parents puissent comprendre le bénéfice de parachever ou de continuer l'éducation que les enfants ont à l'école et lorsqu'ils reviennent à la maison. Rentrons toujours dans le mode d'exemple. Par exemple, le soir, tu demandes à chacun qu'est-ce que tu as fait la journée? Raconte-moi ta journée. Ça permet aux parents de suivre l'expression de leurs enfants. S'ils ne prononcent pas bien ces mots, tu vas les corriger à ces moments-là. Mais lorsque vous n'avez pas le temps d'écouter vos enfants sur qu'ils avec des fautes, sur qu'ils avec, je ne sais pas moi, des difficultés, et ça peut être chassé par le responsable, le titulaire des enfants. Ça peut être chassé, parce qu'autrefois on s'est dit, c'est Mwalimou qui enseigne. Mwalimou enseignant. Ah oui, on dit toujours ça, c'est Mwalimou. Mais non, c'est quelque chose qui part de la maison vers l'école. Parce que si nous faisons par exemple le calcul, j'aime bien faire ce calcul avec le participant dans mes formations. Si par exemple nous voyons un jour à 24 heures, n'est-ce pas? Un enfant de première, deuxième année doit dormir au moins 10 heures. Dans 24 heures, il nous reste 14 heures. Alors dans ces 14 heures-là, l'enfant quitte généralement la maison à 7 heures pour aller à l'école. Donc de 7h à 12h30, ça nous fait à peu près 5h30. Donc 14 heures qui restaient, si on fait moins 5h30, il nous reste 9h30. Et pendant ces 9h30, qu'est-ce que nous faisons avec les enfants? Donc les temps que les enfants prennent à l'école n'est pas si... comparativement, n'est pas si énorme par rapport au temps qu'ils passent avec leurs parents. Exactement. Ces temps-là est vraiment insignifiant par rapport à ce qu'ils passent avec le parent. Parce que très souvent, nous lançons les enfants dans les travaux ménagers. Quand ils rentrent, c'est nettoie les assiettes, fais ceci, va me faire ceci. Mais qu'est-ce que nous leur donnons à part à manger? Est-ce que l'enfant vivra seulement du pain? Aujourd'hui, tu l'achètes du pain. Demain, qui va acheter son pain? Ça commence aujourd'hui. L'éducation commence de le bas âge. Voilà pourquoi nous incitons le parent dans les communautés où nous travaillons sur l'importance de l'éducation des enfants. C'est très capital. L'enfant doit être éduqué pour la vie. Pas éduqué pour un temps. Éduqué pour la vie. C'est compliqué. Déjà, ça comme fois, c'est compliqué. L'enfant doit être éduqué pour la vie. Donc, l'enfant doit s'épanouir. Nous, on dit que le bien-être de l'enfant passe par l'éducation. Avel, l'observation est faite entre l'enfant garçon et l'enfant fille. Oui. L'enfant garçon peut revenir de l'école, il se repose, mais l'enfant fille est envoyé dans des tâches corvées, va aider ta maman avait commencé la lessive, tu dois l'achever, vous avez mangé, il faut laver les assiettes, casseroles. Mais ce temps-là,
que l'on donne à la fille à la maison, vous ne pensez pas que ça réduit ses chances à mieux apprendre à l'école? Bon, je ne parlerai pas de la parité ici de genre, tout ça, parce que c'est une matière un peu trop chaude actuellement dans toute la planète d'ailleurs. J'aimerais plutôt parler sur nos valeurs. Voilà. Nous sommes africaines surtout, l'enfant doit, surtout la fille doit connaître quelques activités, cuisine, je ne sais pas moi, ménage, tout ça. C'est très important pour la fille. C'est aussi une forme d'éducation, oui, une transmission. Oui, en tout cas c'est très important parce que je ne vois pas une femme aller au mariage sans pour autant savoir cuisiner par exemple. C'est quasiment impossible, je ne refuse pas tout ça. Les garçons aussi, je ne sais pas. Il n'a pas que la télé à suivre ou bien le foot à faire, non, pas du tout. Il peut apprendre, je ne sais pas moi, sur la réparation, le bricolage à la maison. C'est aussi une forme de transmission de connaissances. Exactement. La diversité. Exactement. Culturelle, Exactement. scientifique, sociale, le vécu en communauté. Exactement. Alors, au-delà de tout ça, quels sont les temps que nous donnons aux enfants pour apprendre? Je pourrais même demander aux téléspectateurs qui nous suivent ici, la dernière fois qu'ils ont touché au cahier de leurs enfants, c'était quand? Tu verras qu'il y aura d'autres, s'ils répondent sincèrement, ils diront, en tout cas, je ne me rappelle plus. Hein, même voir un cahier de communication ou journal de classe. Même un cahier de communication. Il y a de ces enfants qui font l'école buissonnière pendant un mois. Et les parents ne sont pas au courant. Non, le parent, lui, ne fait que payer les minervales. Oui. Donc, réunion des parents, il n'a jamais assisté. Oui. C'est le grand frère, c'est la grande sœur qui va. Il n'y a pas d'éducation sans suivi. C'est le suivi qui rend l'éducation, qui donne à l'éducation un caractère obligatoire. Donc, on paye le frais scolaire, c'est très bien, mais on voit aussi l'enseignant pour lui demander comment s'applique mon enfant. Est-ce que mon enfant est fort en quelle matière? Est-ce que mon enfant doit avoir notre appui sur quelle matière? C'est très important ces questions-là. Mais lorsque nous sommes là, nous faisons parents genre, je paye les frais scolaires et c'est ça mon devoir, je dirais que le devoir n'est pas achevé parce que ça ne vaut pas la peine de commencer quelque chose sans l'achever. On achève ce qu'on a commencé. Donc on paye les frais scolaires, on a besoin de résultats et on a besoin d'une tête bien pleine. Actuellement, nous retrouvons beaucoup de diplômes qui ne savent pas être défendus. On ne sait pas défendre son diplôme. J'ai un diplôme, par exemple, en sciences CC. Mais quand vous me demandez d'aborder des thèmes de cette science, je suis carrément à côté. Parce que le diplôme se paye actuellement, je me permets de le dire. Parce que même au niveau des écoles primaires, un enseignant qui dit demain nous aurons travail manuel, mais il demande aux enfants d'amener le balai. Quand vous voulez donner le balai à l'enfant, on dit non. L'enseignant avait dit qu'on amène 500 francs, qu'on amène 1000 francs. Je ne sais pas comment marier le balai aux 500 francs, le travail manuel aux 500 francs. C'est quasiment bizarre. À l'Équateur, on trouve par exemple des enseignants qui disent aux enfants demain on a travail manuel et chacun amène une grosse manioc. Du coup, si tu as 45 élèves, ça fait que tu as un sac de manioc comme ça que tu as gagné frauduleusement. Pendant que les enfants n'ont pas appris. Pendant le travail manuel, on nous demande par exemple de sarcler, je ne sais pas moi, de dessoucher, de faire des histoires un peu ça. Donc le travail doit être, quand on dit travail manuel, ça doit être travail manuel. Donc oui, exactement. On doit fournir des efforts, oui. Travailler manuellement. Donc oui. On ne peut pas, une manière de substituer le travail manuel par la valeur chiffrée ou numéraire de ce travail en donnant un 500 francs, 1000 francs. On te dit d'apporter par exemple un balai, de faire un balai chez toi. Oui. Vous avez un palmier à huile. Oui. Vous allez, vous coupez les branches, vous taillez, vous brossez les tiges, vous empilez, vous nouez, vous apportez le balai. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous le constatons, travail manuel égale à l'argent. L'argent, exactement. Donc il n'y a pas que ça. Il y a maintenant la carence de matériel didactique dans les salles de classe. Comment nous reconnaissons que ça c'est une chambre à coucher? Parce qu'on voit une garde-robe, on voit un lit, on se dit ça c'est une chambre à coucher. Comment nous reconnaissons que ça c'est une cuisine? On voit des casseroles, on voit je sais pas moi des poêles, on voit tout ça. On se dit ça c'est une cuisine. Mais actuellement quand tu entres dans une salle de classe, rien à part le tableau et les bancs. Nous voulons actuellement dans l'approche que nous amenons
voir le matériel didactique accroché au mur, ce qui permet aux enfants, quand ils sont dans la salle de classe, de visionner ce qu'ils ont déjà lu. Voilà pourquoi dans les temps, par exemple, de travail manuel, nous conseillons toujours aux enseignants de faire quelques petites créations locales de matériel. On peut fabriquer de A grâce aux petits bâtonnets. On peut fabriquer, je ne sais pas moi, de lettres d'alphabet avec de pierres par terre. On peut, je ne sais pas moi, dessiner le corps humain pour essayer de répartir chaque partie du corps. On peut, je ne sais pas moi, tracer, dessiner des objets et écrire ces noms-là pour que les enfants retiennent et l'objet et le mot, l'orthographe du mot. Donc ce sont des jeux un peu récréatifs comme ça que nous souhaitons que les enseignants mettent à la disposition des enfants pendant qu'ils sont en train de faire par exemple le travail manuel. Avel, nous profitons de ton passage sur ce plateau ce soir. Vous avez eu la chance d'être dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Exactement. Est-ce que, en visualisant, en contextualisant la formation par province, de manière synthétisée, comment tu trouves la prise en charge des enfants par province? Parce que tu as parlé de l'Équateur, tu as parlé de Béni. Comment ça se passe? Bon, c'est toujours compliqué. Nous le disons très haut et fort, c'est toujours compliqué. Parce que lorsque nous descendons même pour de formation, nous trouvons que le niveau des enseignants eux-mêmes, c'est vraiment au rabais. Et ça crée déjà l'inquiétude. Parce qu'à chaque formation, nous demandons aux enseignants d'évaluer la formation. Juste après, là, ils nous remettent des feuilles. En tout cas, lorsque vous lisez ce qu'ils vous écrivent, c'est déplorable. C'est déplorable. Donc le problème commence par eux-mêmes, les enseignants. Ils ont des problèmes de conjugaison, ils ont des problèmes de participe passé, des accords de participe passé. Ils ont des problèmes sur le contexte, le milieu qui ne permettent pas de fois de s'épanouir. Et tout ça, là, ça crée un frein. Et les organisations comme le nôtre, nous allons et nous essayons toujours de contextualiser nos boîtes à outils pour qu'ils se retrouvent, pour que les enfants apprennent, bien que le contexte est difficile. Et la prise en charge des enfants, ça s'est fait un peu bien, pour ne pas dire très bien. Les enfants aiment ce que nous faisons avec eux. Ils apprécient. Par exemple, je prends les cas de club de lecture. Tu verras que nous disons que non, nous avons besoin de clubs de lecture une fois la semaine. Et les parents, vu que les enfants ont aimé, ils disent non, s'il vous plaît, est-ce que nous ne pouvons pas avoir 2 fois, 3 fois le club de lecture par semaine? Et quand ça fait ça, pour nous, on dit que non, ce sont déjà des histoires à succès. C'est que les parents ont compris le bien fondé de l'éducation. Voilà pourquoi ils nous envoient les enfants. Nous verrons juste qu'il n'y ait pas d'incident, que les enfants soient à l'aise, qu'ils se retrouvent et qu'au retour, qu'ils puissent raconter ce qu'ils ont appris. Et ça permet d'évoluer avec le projet. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Avel Paluku en tant qu'expert. De son expérience personnelle, elle échange avec nous, ensemble, sur le plateau, chez vous, partout où vous nous suivez. Nous apprenons pour changer nos mentalités, parce que Genre et Volontariat est un magazine télévisé d'apprentissage informel, non personnel, qui permet à ceux qui le suivent à l'instant de pouvoir recevoir une certaine connaissance, renforcer les capacités, pour que demain dans la société, que nous puissions changer nos mentalités, changer notre aspect de voir les choses. Et là, nous parlons de la prise en charge des enfants vulnérables par l'éducation et l'apprentissage. Avel Paluku, dans son expérience d'encadrement des enfants par l'apprentissage grâce à la lecture, elle est en train de nous partager son expérience. Et c'est agréable de voir une femme qui se défend bien, qui maîtrise très bien le travail qu'elle fait. Merci. Avel, nous tendons petit à petit vers la fin. C'est vrai que les belles choses, les bonnes choses ne durent pas. Aux parents, qu'est-ce que vous pouvez dire comme sensibilisation? Nous demandons que les parents soient les amis de professeurs de leurs enfants, parce qu'ensemble, ils pourront lutter contre ce fléau de l'éducation qui reste papier ou lié de cerveau. Nous demandons aux parents de responsabiliser leurs enfants plus âgés, à prendre soin de l'éducation de leurs jeunes frères, jeunes sœurs bien sûr aussi. Nous demandons aux parents d'équiper leurs enfants de matériel didactique qu'ils ont besoin
pour leur développement intellectuel. Et nous demandons aussi à la communauté d'éveiller aux jeux ludiques qui peuvent mettre au profit des enfants, car la communauté se développe par ses propres personnes, par ses propres autochtones. Nul ne viendra développer ta communauté, nul ne viendra développer ton enfant. Tout doit passer par toi-même. Donc nous sommes les artisans du bonheur de nos enfants, nous sommes artisans du bonheur de notre communauté, nous sommes artisans au bonheur de l'éducation de nos enfants. Je ne sais pas si c'est satisfaisant, mais Il y a quelque chose que tu as soulevé sur ce plateau qui m'a beaucoup parlé. Oui. C'est le suivi qui donne à l'éducation un caractère obligatoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Exactement. Ce suivi qui donne à l'éducation un caractère obligatoire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Alors, quand on parle de l'éducation, nous voyons tout ce qui entre en jeu. Il y a l'éducation d'une façon un peu traditionnelle, là où la fille doit apprendre à faire son ménage, là où les garçons doivent apprendre à bricoler, je ne sais pas moi, tout ce qui est bricolable. On parle de l'éducation en termes de scolarité, là où l'enfant doit quitter chez ses parents pour aller apprendre au niveau de l'école. Et on parle de l'éducation hors le mur de l'école, là où l'enfant doit quitter l'école pour venir apprendre à la maison, avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Alors, quand nous disons que l'éducation doit quitter l'état d'être éducation, mais doit être le suivi pour que ça soit obligatoire, c'est que lorsqu'un parent suit de près ce que son enfant fait, l'enfant sait que son père attend de lui ça et il fait de ça un caractère obligatoire. Je dois aller à l'école. Ce ne serait pas le verbe « je pars à l'école », je dois aller à l'école. Et quand je suis à l'école, je dois suivre l'enseignant. Donc c'est le verbe « devoir », parce que c'est un caractère obligatoire. Donc nous allons laisser les verbes qui n'ont pas de caractère solennel. Je ne sais pas si je me fais comprendre, oui. Mais j'aimerais vraiment que l'enfant dise « je dois aller à l'école ». Pas dire « je vais aller à l'école ». Je dois aller à l'école pour apprendre. C'est quelque chose comme ça. Et lorsque l'enfant sait que mon père ne passe pas une semaine sans aller voir mon enseignant, il aimerait qu'il soit un élève brillant, un élève assidu, qui fait bien ses devoirs, qui fait bien ses interrogations, parce qu'au retour de là, il aura des ovations de son père. Mais au cas contraire, c'est carrément nul. Il n'y a pas de travail non achevé. Tu payes mon éducation, mais tu ne fais pas de suivi. Je peux ne pas aller. Donc, il faut bien faire de la part de choses. Soit on éduque les enfants pour la vie, soit on fait semblant d'éduquer les enfants parce que le voisin a envoyé leurs enfants à l'école. Et que toi aussi, tu te dis, non, c'est important. Demande au voisin comment tu fais le suivi. Partage avec le voisin sur le mécanisme de suivi de l'éducation. Ça pourrait t'aider. Et tes enfants seront épanouis. C'est ta vieillesse que tu rassures. Bien qu'on ne doit pas seulement compter sur les enfants. C'est ta vieillesse que tu rassures et c'est important. Avel, c'est pratiquement la fin. Oui. Quelque chose que tu devais dire que tu n'as pas dit? En fait, on a tout dit. Hein. On a tout dit, on a brossé. Et j'aimerais juste te dire que les parents doivent prendre en charge de leurs enfants. Les enfants ne sont pas de fardeau. Les enfants, c'est notre bénédiction. Et que prenons le temps, le minimum de temps, commencez une lecture avec les enfants pendant 15 minutes et vous verrez que demain l'enfant prendra 30 minutes, 40 minutes parce que l'appétit vient en mangeant. Et n'oublions pas que nous sommes des modèles pour nos enfants. Les enfants copient tout ce que nous faisons. Quand le papa a une bonne éducation, ça se transmet, ça se laisse voir sur ses enfants. Lorsque le parent est religieux, vous verrez que ses enfants ont un caractère religieux aussi. Et essayons de faire de notre mieux et d'arranger notre propre comportement. Et comme ça, nous allons aider nos enfants à aller dans un bac très rassurant. Je ne sais pas si c'était tout pour moi. Très chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Avel Paluku, coordonnatrice en éducation au sein de l'organisation internationale World Vision, une institution chrétienne. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à tous ceux qui étaient du côté de la régie. Là, je vois Rudy Ngouya, Rudy Puissance. Un grand merci au directeur, à
l'orientation, Eric Nemanema. Un grand merci à Yves Belengue et un grand merci à Jean-Loup Bokechou. Merci à l'honorable Clément Zao pour son soutien. Merci à l'agence d'Anve qui accompagne ce programme, notre magazine. Et un grand merci à la grande famille de Kin 24. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Kinshasa dans le monde dans Kinshasa, s'il vous plaît. Le programme continue. Merci, à la prochaine.